jeune, et puis seul l'évite en fait. Alors Bals, il montre des territoires qui sont en transformation, donc je l'ai dit, et il ne fait pas que documenter, hein, c'est aussi très politique sa vision, comme ça, de ce monde en voie de standardisation. Alors là on est en 75, et là ce sont des images extraites d'un projet intitulé The New Industrial Park near Irvine, California. Donc c'est une zone industrielle qui est en construction également. Donc Bals, on l'a vu, il travaille en noir et blanc, et ces images elles sont pas complètes, elles sont pas que documentaires, hein, parce qu'elles s'organisent autour d'une véritable esthétique où il travaille beaucoup, c'est noir, c'est blanc, enfin, tout ce dégradé, ces dégradés gris, comme on le voit là, et voilà. Alors en 75, Louis Bals va participer aussi à une exposition qui va faire date, qui s'appelle New Topographics. Donc ça c'est au musée de la photographie à Rochester, et il va exposer en compagnie de Stephen Shore, dont je vous ai parlé, et des pêcheurs, ce couple d'Allemands là, que Fred a évoqué, et dont je vais vous montrer une image là dans pas longtemps. Alors, tous ces photographes, ils ont quand même une vision très différente, mais leur point commun, c'est qu'ils vont offrir des visions nouvelles sur le paysage. Donc, je vous montre rapidement une image des pêcheurs, peut-être que vous connaissez. Donc les pêcheurs, ils sont tous les deux nés dans les années 30, et ils ont photographié l'architecture industrielle en voie de disparition par grandes séries comme ça, typologiques. Alors on voit ici des châteaux d'eau. Bon, ça c'est pas une photo de 75 avec 95, mais bon, les pêcheurs, ils ont aussi photographié des hauts fourneaux, comme ça, des silos, et d'une manière très systématique, donc avec une prise de vue frontale, la manière la plus neutre possible. Et comme le disait Fred, ils respectent un protocole de prise de vue extrêmement précis. Et ce que je vais dire aussi sur eux rapidement, c'est qu'ils ont enseigné à l'école des beaux-arts de Düsseldorf, et qu'ils ont formé toute une génération de photographes contemporains, qu'on qualifie d'ailleurs de l'école de Düsseldorf. Donc parmi eux, je sais pas, il y a des noms que vous connaissez comme Andreas Gursky, Thomas Ruff ou Thomas Struth. Mais donc là je reviens à Bals, et je vais évoquer un autre travail qu'il a fait entre 78 et 81. Là c'est Park City, où il va photographier la construction d'une station de sport d'hiver dans l'Utah. Donc ça c'est tout près de Salt Lake City. Donc on voit en arrière-plan les futures pistes de ski, en fait, sur ces collines. Et en fait, quand on voit ces images-là, on se dit aussi que avant ça, il y avait un espace naturel. Et lui aussi, quelque part, il nous renvoie aux images d'espaces vides et immenses, donc photographiés par ces premiers photographes américains, aux images que je vous ai montrées la semaine dernière, donc les images de Timothy O'Sullivan. Alors je continue, c'est toujours une photo extraite de ce projet où là, on voit l'ouvrage en cours de réalisation. Je sais pas, je me dis qu'on voit que les murs là, c'est vraiment pas du costaud, et puis les matériaux n'ont pas l'air vraiment solides non plus. Et enfin, pour terminer sur Bals, un projet plus récent qui date qui a été réalisé entre 84 et 88. Donc c'est une série qui s'appelle Candlestick Point. Donc Candlestick Point, c'est un lieu qui est en périphérie de San Francisco. San Francisco qu'on voit au fond, à l'arrière-plan. Donc en tout, ce projet, c'est 84 photographies qui montrent un espace public, une friche, un espace public qui est dégradé par les détritus de la main de l'homme. Et Bals, là, il s'intéresse à la dégradation et aux résidus de la société industrielle américaine. Donc je vous montre une autre photo de ce projet, où là, on voit un terrain vague avec un amoncellement de pneus à l'arrière-plan. Et puis au premier plan, des branches d'arbres. Alors, est-ce que c'est pas un peu une manière de rappeler qu'en fait, l'arbre, c'est aussi la sève. C'est avec la sève qu'on fabrique du caoutchouc. Et puis que ce caoutchouc, on va en faire des pneus.
Et ces pneus, ils vont se retrouver là parce qu'on n'arrive pas vraiment à les recycler. Et pour ce projet, voilà, je termine par une photo couleur parce que Lewis Box, là, pour ce projet, il a mélangé le noir et blanc et la couleur. Et pour conclure sur lui, je vais donc dire qu'il a beaucoup photographié des lieux en transformation, des chantiers. Et Frédéric va maintenant nous parler d'un photographe français qui s'appelle Stéphane Couturier et qui s'intéresse lui aussi au chantier. Oui, et puis je vais rajouter un mot à propos de Saint-Léut qui a évoqué, qui était aussi un photographe. Alors, Stéphane Couturier, voilà, donc photographe français, né en 1957 à Neuilly-sur-Seine. Ici, on a une image de Berlin qui date de 1998. Alors, Stéphane Couturier a commencé par photographier l'architecture. Donc, il a aussi un lien à l'architecture comme Basilico. C'est comme ça qu'il a commencé. Et en gros, je vais vous montrer surtout des images alors de chantier, parce qu'il est connu pour ça, des images d'usine. Et puis quelques icônes aussi de grandes villes. Alors, ce qu'on peut dire de sa photographie, souvent des grands formats, c'est que, alors justement, contrairement à ce qu'on vient de voir, il me semble, à propos de Balz, c'est que là, on a une tentative d'anoblir ce qui ne se regarde pas forcément, c'est-à-dire le chantier, alors que dans Balz, il y avait quand même une crudité, certainement il était très pionnier d'ailleurs de ce point de vue-là. Là, on a une tentative d'anoblir quelque chose qui est tout à fait technique, qui ne se regarde pas. Ce qui se regarde, c'est la ville ici qui est en arrière-plan. Voilà. En général, on passe là-dessus. Donc, c'est un des premiers à avoir conscience de l'intérêt plastique des chantiers, et ce qui permet aussi de mettre effectivement en parallèle la ville statique, la ville pérenne, et puis la ville en train de se faire, et donc de créer de ce fait un mouvement, une métamorphose, qui est propre, voilà, aux villes modernes. Alors Berlin, ensuite ici c'est Paris, c'est boulevard Morgan en 2001. Et là, ce qui est aussi très intéressant, alors évidemment on a toujours la ville en arrière-plan, ce qui est en train de se détruire. Donc on a aussi, à travers ces chantiers, une question qui se pose, c'est celle d'une sorte d'archéologie contemporaine. Et ce qu'on peut remarquer, évidemment, c'est la manière de composer chez Couturier, avec, bien entendu, ce rapport vertical, horizontal, et on va y revenir parce que sur certaines images, c'est encore plus frappant. Alors, une autre image, c'est Dresde en 97. Et là, sur cette image, alors on a là encore une sorte une fouille ici, et puis cette basilique en arrière-plan. Et il y a une sorte de stratification qui s'opère, et puis on pourrait dire, une sorte de perspective montante. Donc on peut suggérer que finalement les arrière-plans vont revenir au premier. Donc perspective montante, je rappelle que c'est un espace oriental qui a été très très important à la fin du XIXe siècle pour constituer l'esthétique moderne. Donc toujours ces constructions horizontales, verticales, cette ville qui se construit, c'est souterrain, donc cette notion un petit peu d'archéologie, de mémoire, on va les fouiller dans les entrailles de la ville. Et puis, bien entendu, pour servir ce propos très plastique, les éléments des chantiers sont des éléments, par définition, n'ont pas vocation à une esthétique particulière, donc ils sont très très bruts.
conviennent tout à fait à cette approche plastique, on pourrait dire, entre guillemets, abstractisante. Alors ici, on est rue de la Boétie en 98, et on a toujours voilà, cette construction très très particulière, cette manière de resserrer les lignes. Et je me suis permis de faire un recadrage, sans retouche, mais un recadrage, pour montrer, si vous voulez, la dimension abstraite, plastique, picturale de la photographie de Couturier. Alors, je vous parlais d'usine. Là, effectivement, c'est encore plus, cette question de la composition est quelque chose d'encore plus frappant. On est ici à l'usine Maec, à Cahors, en 96, et là, ce qui est très très frappant, évidemment, c'est ces profilés de métal, donc on a affaire à une vitre, profilés colorés, avec des redoublements en arrière-plan, ce qui se passe derrière ici, voilà, avec encore des lignes là. Bon, forcément, cette image n'est pas sans rappeler une icône de la peinture abstraite, moderne, à savoir la peinture de Piet Mondrian, en l'occurrence qui date de 1942, voilà, qui a été fait à New York City. Alors je vais terminer sur Couturier avec une image un peu différente. C'est Pékin. Il a fait donc toute une série de monuments en construction. Il a montré toutes sortes de bâtiments en construction qu'il a appelés des monuments. Et cette série date de 2001-2002. Là encore, il y aurait d'ailleurs tout un débat à voir. Il y a toutes sortes de photographes qui ont pris conscience de l'intérêt non seulement des chantiers, mais des éléments propres aux échafaudages. Donc ici, ce sera intéressant d'ailleurs d'agrandir un petit peu l'image. Voilà, on a une abstraction, j'ai envie de dire, toute faite. Et des fois, d'ailleurs, on peut se demander si les bâtiments en construction ne sont pas plus intéressants que lorsqu'ils sont terminés. Voilà. Alors, on va continuer avec un photographe canadien cette fois-ci. Et là, je vais vous montrer que trois images. C'est Jeff Wall. Cette image s'intitule Link. Donc, elle est datée de 1983. C'est un très grand format de 2,29 m. Alors, Jeff Wall, né en 1946 à Vancouver, où il enseigne l'histoire de l'art, a longtemps hésité entre la photographie et la peinture. Et il est nourri de toutes sortes de références à la peinture, on va le voir ensuite, mais aussi au cinéma, à l'écriture. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup aux écrits de Baudelaire. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux mises en scène qu'on a pu voir jusqu'à présent, d'abord, les mises en scène de Jeff Wall sont inspirées du cinéma, donc elles sont beaucoup plus lourdes, avec des repérages, des figurants. Et puis, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas forcément, et là c'est très clair, il n'y a pas une volonté d'instaurer une ambiance de naturalisme. On est plutôt sur quelque chose qui est extrêmement artificiel, voire à la limite faux. Hein, donc ça c'est important de le souligner. Là c'est une autre image ces mêmes années, alors c'est 82, ça s'appelle Mimique. Wall raconte que c'est inspiré d'un fait divers qui lui est arrivé. Alors on comprend qu'il y a une sorte de scène un peu conflictuelle, tendue, qui peut être liée à une moquerie possible, liée à un racisme, voilà, une sorte de délit de faciès.
Donc ce qu'on peut dire en tout cas de son rapport à la ville, c'est qu'effectivement c'est plutôt des espaces désenchantés. Et puis il y a cette confrontation à la peinture, donc là encore c'est une très grande peinture de plus de 2 mètres, confrontation à la peinture, alors qui n'est pas simplement liée au format, qui est aussi liée à la mise en forme, et là par contre c'est difficile de le montrer, puisque ces images sont souvent montrées dans des caissons lumineux. Donc la lumière propre à la photographie est exaltée par une lumière électrique. Alors on va passer à une photographie qui est peut-être encore plus connue de lui, c'est Picture for Women de 1979, donc image pour les femmes, on va dire, une image qui appartient au centre Pompidou, très grande image aussi, et qui est une référence très affirmée, explicite, à une peinture. Voilà, donc une peinture de Manet, donc qui s'intitule Un bar aux Folies Bergères. Ce tableau date de 1880-82. Alors, la référence, on peut la voir encore ici, dans ces 2 poses. Il y aurait beaucoup à dire en fait sur cette image qui est complexe, parce qu'il y a une sorte de mise en abîme entre le photographe qui est à droite, qui regarde, on ne sait pas qui, le modèle qui nous regarde et qui a tendance à sortir, et puis cette mise en abîme, un petit peu avec les reflets, le miroir. Mais ce qui va intéresser, alors par exemple Jean-François Chevrier, qui a consacré une monographie à Wall, c'est effectivement ce personnage féminin. Alors Jean-François Chevrier, historien de l'art français, qui travaille entre autres choses à l'école des Beaux-Arts de Paris, dit dans un ouvrage consacré à Wall, et particulièrement sur cette image, il nous dit « La prostitution féminine est un des thèmes récurrents du pittoresque urbain et de l'iconographie critique de la vie moderne. La transaction prostitutionnelle est un exemplum paradoxal de la modernité libérale. Derrière la libre circulation des personnes, elle fait apparaître les mécanismes d'une servitude immémoriable, amplifiée par le règne de la marchandise. » Alors moi j'aurais tendance d'ailleurs à ajouter qu'aujourd'hui parfois les marchandises circulent plus facilement que les personnes. Et Jean-François Chevrier d'ajouter un peu plus loin, alors tandis que le personnage de Manet, donc on voit ici à gauche, est divisé entre l'expression d'absence de la pose frontale et position d'attention à son interlocuteur, alors, voilà, parce que donc il y a le reflet de cette même personne à droite. A contrario, donc, le personnage féminin de Jeff Wall tend à s'extraire de la composition en regardant le spectateur. La femme devient sujet du tableau, elle joue activement un rôle, elle est actrice, performeur. Voilà. Alors, ça serait, bon, j'ai choisi 3 images qui ont rapport soit directement ou indirectement à la vie. En fait, Jeff Wall ne se définit pas d'ailleurs lui-même comme photographe, il est simplement artiste, et bon, son corpus d'œuvre, évidemment, dépasse de très loin la question de la ville. Alors, on va passer très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, à un élève justement des Becher qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est Thomas Ruff, né en 1958, donc photographe allemand qui vit et travaille à Düsseldorf, donc qui a été élève de Bernd et Illa Becher à la Kunstakademie de Düsseldorf, donc il a repris d'ailleurs la chaire, donc maintenant il enseigne. Il fait référence, alors ces références photographiques sont Walker Evans, dont on a déjà parlé, Adjei, Blossfeld et Stephen Shore. Donc il est dans cette... alors Thomas Ruff est dans cette tradition de la photographie documentaire assez froide.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va en quelque sorte dégrader cette tradition, apporter une sorte d'ambiguïté nouvelle, par ce qu'on pourrait appeler un processus de superposition ou de voilement, on pourrait dire. Donc là, en l'occurrence, c'est malheureusement le World Trade Center lors des attentats de 2001. Alors, image qui est pixelisée, et elle n'est pas pixelisée simplement parce que je l'ai pris sur le web, elle est ainsi. Donc il y a une volonté de questionner finalement la véracité de l'image documentaire, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Voilà. Et alors, une autre image, alors on pourrait évidemment, là aussi, Thomas Ruf n'a pas traité que de la ville, il est aussi connu pour ses portraits très froids, très cliniques dans l'approche, qui rappellent les photographies judiciaires. Mais voilà, on va terminer avec une image donc complètement, alors on pourrait dire floutée. Évidemment, c'est un travail sur l'image elle-même, un travail numérique. Et ce qui va nous permettre de faire le lien avec un autre photographe qui est Alain Bublex, artiste contemporain, photographe, né à Lyon en 1961. Et on va commencer avec ces deux approches donc, du design qu'il appelle les aérofiat. Alors en fait, Bublex a été d'abord designer industriel à la régie Renault. Bon, ça n'a pas très bien marché, donc il a quitté la régie Renault dans les années 90 pour se consacrer à l'art. Et alors ses références sont celles de l'architecture moderniste. Et donc par exemple, il a pris référence, alors excusez-moi, l'image est plus petite, c'est le plan voisin du Corbusier, qui date de 1925. Le Corbusier voulait raser, alors rappelez-vous qu'en 1925, Alger photographiait le Vieux-Paris. Et à la même époque, le Corbusier voulait raser le centre de Paris et déjà les boulevards haussmanniens pour créer une ville, pour créer un centre qui aurait pu abriter 500 000 à 700 000 personnes, dans lequel évidemment la voiture aurait eu toute sa place. Et d'ailleurs, Voisin, le nom de Voisin vient d'un constructeur automobile de l'époque. Alors, les images de Bublex sont des images composées, des images retravaillées. Là, vous pensez qu'on était sur le boulevard circulaire de la Défense. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte d'humour, comme ça, chez lui, d'en rajouter, si vous voulez, dans les signes de la communication contemporaine. Également sur le même registre. Donc on va en profiter aussi pour poser la question de qu'est-ce que l'image plasticienne. Voilà, j'espère qu'il y aura des interventions sur ce sujet. Et puis alors l'autre grande référence architecturale de Bublex, c'est Archigram. Archigram qui est un groupe d'architectes, de designers anglais qui ont travaillé dans les années 60-70 et d'ailleurs Renzo Piano a fait partie un petit peu de cette mouvance. Alors cette série s'intitule Plug-in City. C'est une image, une série d'images qui sont présentées au McVal à Vitry-sur-Seine. Et donc ce qu'on voit évidemment, c'est qu'on a d'abord une image entre guillemets réaliste, non pas retouchée, et puis on a ces petits algécos, alors ça ressemble à des algécos, des sortes de modules qui viennent se raccrocher à la ville, et donc évidemment, là on est dans le thème de la ville utopique, la ville du futur, avec ces notions reprises à Archigram de la mobilité, de l'éphémère, de la communication, de ce qui est modulable, voilà, interchangeable. Et donc ici, alors c'est Instant City, c'est une image, alors, je voulais vous donner la référence, en l'occurrence une image d'Archigram. Vous voyez cette approche utopiste, ludique,
qui a repris Duplex. Et voilà, Publicity en 2000 avec la Tour Eiffel, donc sur laquelle pourrait venir se greffer une sorte de module. Alors c'est assez ludique, et alors, pour les gens qui s'intéressent un petit peu d'ailleurs à l'architecture, il y a toutes sortes de livres sur l'architecture légère, sur l'architecture modulable. C'est une architecture qui permet finalement soit d'expérimenter, d'inventer l'architecture, soit ce sont effectivement des choses réalisables. Donc on a fait d'ailleurs des essais, l'Algeco, le module Algeco est quelque chose qui se prête tout à fait à la, on va dire, à la métamorphose de la ville. Voilà, ça va. Alors maintenant, je ne sais pas, je voulais finir avec un photographe, un artiste français qui s'appelle Mohamed Bourouissa, sur les banlieues, qui a fait une série qui s'appelle Périphérique en 2007. Donc j'ai quelques images, donc je ne sais pas, Gaëlle. En fait, ça dépend. Voilà, c'est comme vous voulez, on peut aussi. Oui, mais après on garde un petit temps d'échange quand même. On continue. D'accord. Voilà. Alors, Mohamed Bourouissa, merci. Donc on va revenir sur les banlieues. Alors rappelez-vous qu'on avait commencé la conférence avec Marville, donc sous le Second Empire, les vues un peu, entre guillemets, on pourrait dire, documentaires et archivés de Paris, de la capitale. Et je trouvais intéressant de revenir sur la banlieue aussi, parce que ça prolonge les expositions qui ont lieu actuellement encore à la Maison des Arts, sur la question du territoire, du local. Mohamed Bourouissa, donc, était un artiste né en 78 à Blida, en Algérie. Donc a fait cette série en 2007 qu'il a appelée Périphérique, dans laquelle il a, on va dire, exacerbé les clichés un peu médiatiques de la femme, qui sont d'ailleurs ceux qu'on trouve dans les informations télévisées. Et donc il a poussé un petit peu le propos avec des mises en scène, là encore, qui renvoient aussi à Jeff Wall et à un autre photographe dont on n'a pas parlé, qui est Philippe Corsia. Donc Bourouissa se réfère directement à ces deux photographes. Il faut savoir que c'est des mises en scène totales. D'ailleurs, lorsqu'il va dans certaines cités et banlieues, il fait appel, alors je crois que ça s'appelle un pisteur, enfin bon, bref, un fixeur, voilà, tout à fait, un fixeur, qui est employé dans le monde journalistique, quelqu'un qui va faire le lien en fait avec ces personnes. Et donc il y a deux questions qui se posent évidemment, c'est la mise en scène, le rapport à la réalité, et puis aussi la question un petit peu de ces espaces particuliers des banlieues. Est-ce que c'est la ville, est-ce que ce n'est pas la ville? Ça pose aussi la question, par exemple, sur cette image, de ce que Marc Auger appelle les non-lieux, c'est-à-dire ces lieux de passage qui sont finalement vidés de toute activité, et que là, en l'occurrence, Bourouissa essaye de réenchanter, si on peut dire, en tout cas de rendre à nouveau vivant. Autre image, alors voilà, un petit peu cliché, donc c'est-à-dire tout ça est très, très volontaire, hein, c'est des images clichés pour montrer finalement ce qui nous est renvoyé par les médias. Autre cliché, évidemment, c'est les tensions urbaines. Et puis, alors, on va finir avec une image. Alors, il faut expliquer un peu ce que c'est. C'était une image qui est issue d'autres images. Bourouissa avait photographié des postes télévision et certains ont été éventrés. Alors, on va terminer sur cette image et puis avec un commentaire de Emma Gaubry-Laurencin, qui travaille pour la galerie Kamel Menour, où est représenté Bourouissa. Elle nous dit, au regard de toutes ces images, il semble difficile de contester la portée sociologique des compositions de l'artiste. Et ce n'est pas ces clichés récents de téléviseurs éventrés qui viendront contredire ce propos. Presque déceptif, ces derniers enrayent subtilement l'obésité communicationnelle de nos postes de télévision. On peut et on doit lutter contre l'audimat au nom de la démocratie, nous disait Pierre Bourdieu dans son essai sur la télévision.
Au sein de ce dernier, l'auteur s'attachait à expliquer cette fabrique du sensationnel et du spectaculaire. La télévision appelle à la dramatisation, au double sens. Elle met en scène, en image, un événement et en exagère l'importance, la gravité et le caractère dramatique, tragique. Pour les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot. Et Emma Gaubry de continuer. Aux grands mots, les grands moyens, sans littéralité ni épanchement pathologique. Les appareils sont ainsi évidés de leur substance pour se remplir d'un sens nouveau, d'une conscience renversée. Voilà. Donc je terminerai par cette image. C'est le retour du haut flux, quoi. En quelque sorte. Merci beaucoup. Peut-être si vous souhaitez prolonger par le temps d'échange, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez intervenir sur l'un ou l'autre des artistes, des photographes ou des photos qui ont été montrées. Oui, oui. Merci. Oui, bonsoir. Et moi, je poserais bien une question sur la photographie plasticienne. Oui. Parce que moi, je n'ai assisté qu'à deux séances, il y en avait 3, je crois, non? Oui, la première sur l'invention de la photographie. D'accord. On va en parler. Bon, donc, on a vu les photographies jusqu'à, disons, les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, Oui. qui sont des photographies, comment dirais-je, qui n'ont pas besoin de discours, qui généralement parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin. Enfin, elles peuvent avoir une signification sociologique, je vous l'accorde, mais fondamentalement, l'image suffit à. Il n'y a pas besoin d'ajouter du discours. Or, j'ai l'impression, moi, concernant la photographie plasticienne, que ce qui sous-tend la photographie, c'est le discours qui lui est attaché. Et que sans le discours, il n'y a pas de photographie. Alors, si vous voulez, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu parce que, pour moi, la photographie, c'est le témoignage des choses et des gens. C'est ce que l'on voit lorsqu'on se promène. Alors, on peut peut-être un peu théoriser les choses, on peut bavarder, comme disait ma grand-mère, mais fondamentalement, la photographie, c'est le témoignage, c'est la réalité des choses. Et il y a une évolution, me semble-t-il, de la photographie vers la photographie plasticienne, où c'est le discours qui tient lieu de photographie. Alors, bon, je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, là. Oui, Voilà, très bien. Oui, alors, je crois qu'on a très bien compris, merci. Voilà. Alors, moi, Donc, c'est ma question. Quoi. Oui, qu'est-ce que merci. c'est que la photographie plasticienne? Tu veux que je commence? Oui, alors, moi, je vais répondre vraiment d'un point de vue très, très personnel. Et aussi parce que d'abord je suis artiste plasticien. Juste une parenthèse, moi j'interroge, j'apostrophe d'ailleurs les photographes qui sont dans la salle, parce qu'effectivement c'est une question importante. Quelle est la place de la photographie plasticienne? En quoi elle est plasticienne? Est-ce que d'ailleurs il n'y a pas un distinguo à faire entre l'image et la photographie? Bon. En tout cas, sur la question du discours, moi je ne pense pas, contrairement à vous, que la photographie plasticienne se passe davantage de discours ou qu'elle exaspère le discours. Par exemple, lorsqu'on regardait les photographies de Doisneau, effectivement, peut-être qu'avant, je les aurais regardées d'une manière un petit peu ingénue par rapport à leur simple sujet, à supposer qu'il y ait un sujet qu'on puisse aborder comme ça d'une manière ingénue. Et effectivement, les étudiants, pour pouvoir vous les présenter ce soir, j'étais quand même obligé de me poser quelques questions par rapport au contexte, à ce qui s'était passé avant, dans les années 30, avec cette approche un peu, on va dire, idéologique de la ville, qui était liée à la notion de progrès, en particulier à la série de Germaine Krol, Métal de 1927. Et pour moi, les images de Doisneau, elles vont pas de soi, et je trouve que c'est très très important de se rappeler le contexte. Alors après, évidemment, ça dépend, j'ai envie de dire, de l'usage que l'on fait de la photographie.
Et puis, ça dépend de la volonté qu'on a ou pas de comparer les photographes entre eux et d'avoir une vision ou pas globale de l'histoire de la photographie. Alors ensuite, pour reprendre la question plus précisément sur les photographes plasticiens, je trouve que c'est très important pour Bublex par exemple. C'est très important de savoir qu'il est quand même parti de là. C'est quand même très important parce qu'après on comprend plus facilement ceci ou bien cela. Et c'est important de savoir que voilà, il a été designer industriel chez Renault, où d'ailleurs il ne s'entendait pas avec ses employeurs. Et alors il s'est un petit peu, vous voyez, il s'est un petit peu vengé avec la série Aérofiat. Tous ces éléments, moi, me permettent en tout cas de comprendre les choses. Et je pense d'ailleurs que en peinture, il y a ce qu'on appelle l'iconographie. Et je crois qu'on ne pourrait pas comprendre toute la peinture classique, tout un pan entier de l'art classique si on ne comprend pas l'iconographie. Voilà. Alors ensuite, j'ai envie de dire, il y a peut-être des iconographies contemporaines. Voilà, en tout cas, c'est un point de vue qui est tout à fait personnel. Françoise, tu veux ajouter quelque chose? Je crois pas, je crois que Est-ce qu'il y a une autre question ou une remarque? Moi, j'ai une question. En fait, alors je ne vais pas, parce que Pascal nous a parlé de retour d'Offley, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais moi j'ai une question à te poser en tant que photographe. Justement, quel distinguo, toi, tu fais entre la photographie et la photographie plasticienne? Enfin, est-ce que ça t'interpelle et est-ce que c'est une question qui te traverse l'esprit ou pour toi, c'est pas plus important que ça? C'est une question qui a été fomentée par les institutions, simplement. D'accord. On a combien besoin institutionnel? Ouais. Non, je n'ai pas grand-chose D'accord. à dire. Ce que je trouve par rapport à Bublex et cette photographie bidouillée, là, c'est une naïveté, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est une naïveté atterrante, enfin, je veux dire, de simplicité de lecture. Ouais. Ce qui n'est effectivement pas le cas d'un Doisneau, d'un Walker et Ross, etc., que vous avez parlé. Je trouve qu'il y a un affaiblissement général du sens que je trouve, dans les exemples que vous avez choisis. Ouais. Ce que je trouve troublant, moi, c'est que, et passionnant, parce que vous êtes aussi le reflet de ce qui se passe dans l'air, c'est que la place de la photographie française, voire européenne, est très faible par rapport à la présence américaine. C'était ce que je m'étais formulé par rapport à la première conférence. Je trouvais que vous avez dit d'ailleurs que les villes, à mon avis, aux États-Unis avaient été construites pour la photographie. La photographie avait construit les villes en Europe. Et comme on arrive à un total, il y a besoin de les photographier. Je trouve que la population des villes, de l'urbain en France, n'est pas si présente qu'aux États-Unis. en Europe, c'est plus la littérature en fait. Oui, la prépondérance française, en tout cas, et littéraire, plus que dans l'image. Mais en même temps, vous avez fait des impasses, parce qu'un photographe contemporain ne citerait pas non. C'est Mais avec de bonnes raisons, parce qu'on ne peut pas dire qu'un Jean-Luc Moulin travaille sur la ville, même si c'est un photographe qui travaille sur le trottoir. Oui. C'est moi d'être prostitué. Oui, tout à fait. Vous considérez que Jean-Luc Moulin est un photographe plasticien? Pas du tout. C'est un artiste parce qu'il a une œuvre plastique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, c'est le problème que j'ai. On a commencé à parler de photographie. J'essaye de comprendre. On a commencé à parler de photographie. Je n'arrive pas. Alors, on a parmi nous, excuse-moi de vous interrompre, mais la chance d'avoir Nathalie Pradel, qui est la directrice de la Maison des Arts. Et donc, Nathalie, peut-être que tu peux intervenir dans ce questionnement et dans ce débat aussi. Si tu veux, hein, je te Ouais. je t'avais pas prévenu. Non, mais c'est tout l'objet du travail que j'essaie de mener, effectivement, en tant qu'historienne de l'art et directrice de la Maison des Arts. C'est de présenter des œuvres et surtout de les rendre très très accessibles. Alors je crois que toute grande œuvre, grande œuvre se passe de discours,
normalement, elle se suffit à elle-même, mais néanmoins, moi je suis très sensible à la démarche donc, que Gaëlle a ici, de donner la parole à travers ces conférences à des spécialistes du monde de la photo sur des sujets précis. Ça permet de recontextualiser les productions artistiques. Parce que la photographie, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. On connaît la photographie documentaire, on fait tous de la photographie. Toutes nos photos ont un intérêt. On fait attention à nos cadrages, mais néanmoins, être artiste ouais, être artiste photographe, c'est autre chose. Là, on est la preuve avec tous les exemples qu'ils nous ont donnés. On a fait une espèce de petit voyage où maintenant, je crois que chacun d'entre nous, on n'abordera plus la photo de la même manière. Ce sera moins anecdotique, peut-être, ou l'art contemporain nous apparaîtra peut-être de manière moins anecdotique, où on aime, on n'aime pas, et on se posera peut-être plus de questions parce qu'on aura suivi cette évolution. Et bon, recontextualiser les œuvres, c'est en tout cas toujours le travail que l'on fait. Enfin, nous, et qu'on essaie de rendre très abordable pour faire comprendre justement que derrière tout geste artistique, il y a finalement beaucoup de travail. C'est pas que le hasard. Il y a toute une pensée, toute une réflexion, et qui sont à rapprocher effectivement le contexte dans lequel ça a été produit. Et normalement, ça doit faire sens. Et j'aime pas. Franchement, c'est plus une référence qu'on peut avoir. Enfin, c'est plus des paroles que l'on peut avoir. Bon, bien sûr, c'est le libre arbitre, mais